Salut tout le monde, c'est Théromique et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'âme des castes, ce podcast dans lequel on parle, il paraît, de Yu-Gi-Oh! Tous les mois. Merci beaucoup de nous suivre et de soutenir la chaîne en nous écoutant. Je suis encore une fois pas tout seul et cette fois mon invité est très spécial, absolument pas comme les gens que vous avez vus dans les précédents épisodes. Généralement, on parlait avec des créateurs de contenu, des gens que je connaissais un petit peu dans mon parcours. Aujourd'hui, c'est une personne que j'ai rencontrée beaucoup plus récemment et qui est, pour une fois, oui, dans la scène du Yu-Gi-Oh! On va pouvoir parler pour de vrai de cartes à jouer, j'arrête de vous mentir, enfin. Bref, est-ce que tu veux te présenter, mon cher Axel? Bonjour à tous, moi je m'appelle Axel Papillon, j'ai 28 ans, je suis sur Yugi depuis bientôt 10 ans maintenant, compétitivement en tout cas. Je suis principalement connu ces dernières années pour avoir monté un petit groupe de joueurs qui marche plutôt bien sur la scène française qui s'appelle ARES-TCG. Et c'est plutôt bien, on pourrait dire, en gros, tu es la plus grosse équipe, l'équipe la plus performante de Yu-Gi-Oh! En France dernièrement. Ouais, depuis cette année, je pense qu'on peut prendre ce titre. Et on l'a bien gagné. Je pense que depuis cette année, c'est vrai. L'année dernière, c'était peut-être encore un peu flou, mais cette année, sur la saison 2024-2025... Est-ce que tu veux nous faire un petit palmarès des trucs intéressants que vous avez fait dernièrement pour donner un peu l'eau à la bouche aux personnes qui nous écoutent? Alors, dernièrement, sur les trois YCS de l'année 2024-2025, on en a gagné 2. Donc celui de Lille avec Noël et celui de Bologne avec Mathieu. Au championnat de France cette année, sur les 12 joueurs qui sont entrés de l'équipe, 9 ont accédé au J2 et 6 sont transformés en top. Et on a eu 2 tops notoires au niveau de ce CDF de cette année, à savoir le top 8 de Pierre Burgal et le top 4 de Dorian Kakiti. Incroyable. Et bah du coup, moi je me suis dit, on s'est rencontrés il y a quelques mois pour un projet un peu secret, oh là là, qui sort peut-être à un moment ou à un autre, bref, j'en dis pas beaucoup plus pour l'instant, mais c'est des choses qui arrivent sur cette chaîne. Et du coup, je vous ai un petit peu suivi votre parcours compétitif depuis quelques mois maintenant, et vous faites des choses assez intéressantes, et je me suis dit, tiens, et si pour une fois on parlait vraiment de Yu-Gi-Oh! Dans ce podcast. Il faut savoir que généralement, on parlait 30 minutes d'absolument autre chose et peut-être après, on se lançait un peu dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nous brisons la malédiction. Donc c'est très bien. Après, je peux te faire une durée de 30 minutes sur comment faire un bon brownie, mais je suis pas sûr que ça va intéresser tes Allez, auditeurs. alors, mais explique-moi, quelle quantité de chocolat dans la pâte, en fait? Une bonne tablette, une Milka Oreo, franchement, ça fait des petits mix qui sont sympas. Mais, bon. Parfait, excellent. Non, je vous jure, c'est parfait, quoi. Bon, en gros, aujourd'hui, j'ai d'abord un petit peu envie de parler de toi. On va te présenter là-dessus et on va parler un petit peu de la compétition du Yu-Gi-Oh!, du monde un petit peu des tournois, de comment est-ce que la Ares a émergé dans l'existence. J'ai pas réussi à trouver ce que je voulais dire en français, mais bref. Déjà, parle-nous un peu de toi si tu veux. Qu'est-ce qui t'a amené dans Yu-Gi-Oh! Fais-nous un peu ton parcours si tu veux. Bon, ce qui m'a amené dans Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est comme la plupart des gens, c'est l'animé. Puisque tout petit, en fait, les premiers épisodes qui passaient sur Canal J à l'époque, j'avais la chance d'avoir une famille qui avait CanalSat, donc j'avais accès à cette chaîne Canal J, et donc dès les premières sorties de Yu-Gi, j'ai commencé à regarder ça. Je viens d'une famille un peu, on va dire un peu traditionnelle, donc les jeux de cartes c'était pas un truc qui les faisait forcément kiffer, et j'ai un frère qui est un peu plus grand que moi, et quand il a vu l'engouement que j'avais pour le jeu, il m'a acheté le premier deck de structure Yu-Gi. Et pour la petite anecdote, ma mère à l'époque était un peu folle qu'il ait fait ça, et je voulais absolument les emmener à l'école primaire, et elle avait noté AP sur absolument toutes mes cartes pour pas qu'on me les vole. Au marqueur indélébile. Au stylo bic. Oh non. Donc du coup, quelle carte à peu près, juste pour toutes les cartes du deck de structure, c'était un SDY First Aid, puisque le deck venait de sortir en France, et du coup il y avait les inscriptions AP sur absolument toutes les cartes. Donc quelle horreur. Voilà. donc un peu triste, mais bon, ça tu t'en rends compte des années plus tard, parce qu'aujourd'hui l'anecdote, tu vois, elle est plutôt marrante. Et ouais, mon frère a été le premier à mettre des cartes sur la table pour moi, et ce qui était assez rigolo, c'est qu'on s'entendait pas des masses à l'époque, mais bon, apparemment l'amour fraternel ça traverse un peu ces querelles. Donc ouais, j'ai commencé les collections comme ça, je jouais avec des potes, puis après tu rentres au collège. Yu-Gi-Oh! C'est un peu la honte, donc 6ème, 5ème, j'ai pas trop retouché à des cartes, puis en fait il y a eu un groupe qui s'est remis à jouer à Yu-Gi-Oh! Au collège, puis tu quittes pas vraiment la passion, donc
quand les gars ont commencé à rejouer, j'ai ressorti mes vieilles cartes. C'était au tout début de l'ère synchro. On faisait des gros tournois de Monarch, synchro turbo, plante et tout ça dans la cour du collège. On avait monté un petit club, même au collège, puisque la CPE nous avait laissé une autorisation pour avoir le gymnase du collège. Et donc, du coup, on avait entre 20 et 30 personnes qui jouaient tous les midis à Yugi. Et c'était un truc de fou. Incroyable. Ouais, puis après tu rentres au lycée. Donc au lycée, bah, c'est pareil, tu reprends un petit peu honte de cette passion, donc tu la mets de côté. Et puis bon, à l'époque, il y avait aussi à côté League of Legends et World of Warcraft, donc on va pas se mentir, j'avais pas trop de temps pour jouer à Yugi. Horde ou Alliance, juste comme ça, juste au cas où, pour savoir si j'arrête le podcast tout de suite. Bah, moi, je suis un fils de la Horde, un Loctar Regard tous les jours. C'est bien, c'est bon, let's go, allez, parfait. J'ai joué un Tauren pendant très longtemps. C'est bien. Mon undead démoniste, il m'a suivi toute ma vie. Hein. Quel plaisir. Putain, moi j'étais un druide équilibre. J'ai joué tellement longtemps. J'ai druide heal pendant longtemps. Ouais. Parce que je jouais quand le druide heal c'était broken. Ouais. Et après j'ai dit mais j'ai envie de faire des dégâts et plus personne n'était mon pote. Je comprends. Je comprends totalement. Mais ouais, genre le undead démo, j'ai joué sur TLK. Des années, genre Cataclysme est sorti, Légion est sorti, Pandaren est sorti, et à chaque fois je retournais sur TLK parce qu'il n'y avait aucune extension qui me plaisait autant. Bref, c'est pas le sujet de ce podcast, mais j'ai passé beaucoup de temps sur Northrend, on va dire ça comme ça. Tu sais que j'ai très envie de faire une vidéo sur World of Warcraft parce que le nombre d'années que j'ai passé dans ce jeu, il y a un moment où je sais pas si t'as suivi un petit peu l'histoire de World of Warcraft, un peu le lore et tout. Ouais, quand ça s'est cassé la gueule avec Mist of Pandaria, Cataclysme, et puis que derrière ils ont... Alors moi c'est là que j'ai joué, donc j'ai beaucoup aimé Mist of Pandaria, mais je comprends les problèmes qu'il y a avec. Parce que je suis plus jeune que toi, du coup, tu vois, toi tu me dis t'as repris à l'ère synchro, moi j'ai commencé à l'ère synchro en fait. Le Yu-Gi-Oh de mon enfance, c'est le dragon poussé à l'étoile en fait. Mais et si tu veux, genre à un moment, Vol'jin qui devient le chef. Là, chers auditeurs, vous ne savez pas de quoi vous parlez, je suis désolé. Mais en gros, à un moment, le chef de la Horde, qui est notre faction, meurt, et vraiment c'était un personnage que j'adorais, et en plus c'est en même temps que le chef de l'alliance Varian, c'est un Varian qui s'appelle Varian, comment il s'appelle Varian. Varian, c'est ça, bien sûr. Et fun fact, j'ai toujours détesté l'alliance, mais juste pour voir cette cinématique, j'ai joué un Ali. Et cette cinématique m'a lâché une larme parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. La mort de Varian et le concept, c'est que au début d'une extension, il y a tous les personnages préférés qu'on adorait qui meurent et c'est dévastateur. Et le moment juste après où du coup t'as toutes les factions dans la cinématique qui sont en mode pour la Horde. Moi je scandais devant mon PC, j'étais seul dans mon bureau, je suis en mode oui, pour la Horde, on va les tuer les démons. Je comprends. Je comprends, mais tant que t'as pas vécu la bataille du Kourou sur le portail du Kourou. Ouais, j'ai vu la cinématique, je suis en mode oh putain, voilà. Ah ouais, ça. Genre, voilà. Je vais pas trop en parler pour ceux qui veulent découvrir l'histoire, mais le lore de TLK, c'est une pépite. Bref. C'est incroyable, vraiment, jouer à World of Warcraft si vous avez 4 ans devant vous. Mais c'est bien. C'est un très bon jeu. Enfin, l'histoire du jeu est folle. Le jeu est moins bien qu'il n'a été. C'est une vérité. Mais par contre, pour ceux qui aiment les lores bien écrits, il y a des vrais trucs à prendre dans le lore de Warcraft. Il y a des vrais trucs à laisser. Mais pour le coup, c'est une très très belle histoire. C'est très intéressant. Vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de sides parallèles qui sont un peu moins bien. Mais l'histoire, la guideline centrale est très sympa. Ouais. Au moins jusqu'à la fin de Légion, qui est un peu une sorte de coupure entre guillemets. C'est la fin de l'histoire un peu originale entre guillemets, c'est ça. On a battu les grands méchants et après c'est un peu plus bref, on s'égare déjà. On s'égare de fou, genre voilà, tu vois, on partait sur du Brony, on est parti sur Azeroth, genre exact, mais c'est si simple, hop là, la biche est si ouvert quoi. De fou. Et donc Yu-Gi-Oh, tu reprends donc World of Warcraft et tout comme ça. Et ma question du coup, c'est donc tu reprends un petit peu Yu-Gi-Oh. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène vers le Yu-Gi-Oh compétitif et vers la création d'une équipe en gros? Alors grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que au lycée, comme j'expliquais, j'ai eu un gros trou. Et en fait derrière je suis rentré en apprentissage et donc là tu commences à avoir tes premiers salaires et tout ça. Et j'ai des potes du travail qui me disent vas-y on se remet à Yu-Gi-Oh. J'ai fait ok, je me remets à Yu-Gi et quitte à me remettre dans le jeu, là j'ai de l'argent, je suis un peu plus vieux, j'ai le permis, je peux bouger. Je me dis vas-y on va aller regarder c'est quoi un peu l'espace compétitif dans Yu-Gi. Je me retrouve à aller à mon premier DC. Et je rentre dans mon premier DC, donc c'est le stéréotype du DC, c'est-à-dire que c'était une vieille pièce au fin fond d'une boutique où tu n'avais à peine l'air, t'avais à peine de la lumière déjà. Et à partir de ce moment-là, je fais mes premières rencontres dans Yu-Gi-Oh! Je fais mes premiers achats, donc le tout premier deck que je joue, c'est un deck Dragon Noir aux yeux rouges.
Et en fait, il y a 2 gars qui sont dans cette boutique, qui à l'époque font pas mal de compétitifs, qui me prennent un peu sous leur aile. Et à partir de là, je commence à apprendre les bases du jeu compétitif. Donc ça, c'est en fin 2017. Ouais, c'est milieu 2017. C'est au moment où Zodiac est commercialisé. Donc je passe 1 an à jouer avec ces gars-là. Je me fais casser la gueule pendant 1 année. Et à partir de là, ils me disent bon bah c'est bon, là t'es prêt à aller sur ton premier WSQ. Et en fait, quand on arrive dans la salle, déjà, faut savoir que c'était un énorme WSQ à l'époque puisqu'on était 120 personnes. Chose qui aujourd'hui, quand on te dit ça, tu dis ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'aujourd'hui, les participations au tournoi du Yu-Gi-Oh! Ont explosé depuis quelques années. Où t'es en mode ah oui, c'est un gros WCQ, alors qu'aujourd'hui, c'est 300 nul. personnes, c'est petit quoi. C'est ça, ouais, c'est nul. Ouais, c'est 120 personnes, vraiment, c'est ridicule, tu vois. C'est un local en fait. Mais C'est exactement ça. Et à l'époque où j'arrive dans ce WCQ Sergi, je me retrouve en arrivant dans la pièce, les 2 gars avec qui je joue me disent bah tu vois les 2 mecs qui sont en train de s'affronter là, c'est 2 mastodontes de la scène. Et donc du coup t'avais une table sur laquelle t'avais Samir Bachar qui était en train de jouer contre Jean de Mauroy. Jean de Mauroy qui a un nom oublié de la commune, mais pourtant c'est un joueur exceptionnel, qui était en train de se taper avec 4 personnes autour d'eux. Et là tu te dis bon bah ok, je comprends pas un seul des trucs qu'ils sont en train de faire. Donc c'est assez cocasse. Et en faisant ce tournoi, bah, tu te fais casser la gueule parce que c'est ton premier tournoi. T'affrontes des joueurs qui ont de l'expérience, puisque à l'époque, je tombe contre un monsieur qui s'appelle Antoine Ladan. Donc Antoine Ladan, c'est un monsieur qui fait top 4 au CDF en 2018. Il fait un bon score sur celui de cette année, il fait un bon score sur celui de l'année dernière. Enfin, c'est un joueur qu'on a perdu un peu de vue dernièrement parce que je pense que vie perso, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais peut-être qu'on va le revoir cette année. Et bref, je joue contre lui et je me fais éclater. Et là tu fais ok, je comprends pourquoi j'aime ce jeu, parce que tu ressors du tournoi, t'as beau t'être fait casser la gueule, t'as ressenti une adrénaline que t'avais jamais ressentie jusqu'à maintenant en jouant à Yu-Gi-Oh! Et cette sensation à partir de là elle m'a jamais quitté, et à partir de là j'ai été mordu. ça qui est intéressant, c'est le fait que genre quand tu apprends Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de gens qui sont en mode mais c'est nul, je comprends rien, je fais que perdre et tout. Alors qu'en vrai, le plaisir il vient malgré la défaite. C'est ça qui est intéressant. Genre moi mon premier CDF, j'avais perdu 7 fois d'affilée. Pourtant, j'en ai un super souvenir parce qu'à chaque fois, tu joues quand même un peu, tu parles avec les gens et tu dis ah ouais, mais t'apprends des choses. Et ça, le plaisir de l'apprentissage, il est là-dedans, quoi. Ouais, de fou. De fou. Et en plus de ça, c'est pas parce que tu perds que t'es forcément dans quelque chose de négatif. T'as rencontré des gens qui parlent ta passion, t'as rencontré des judges, en fait, t'as vécu une sensation que t'avais jamais vécue jusqu'à maintenant dans ta passion, puisque tu as, on va dire, rendu ta passion compétitive. Chose que peu de passions aujourd'hui peuvent te permettre de faire, je trouve. Enfin, du moins à l'échelle de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que tu rentres dans un tournoi Yu-Gi-Oh! T'as beau avoir commencé il y a 2 semaines, tu peux jouer contre un gars qui a gagné un des plus gros tournois d'Europe, tu vois. Et je trouve que ce truc-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans toutes les disciplines, et tu le vois de toute façon aujourd'hui quand... alors toi, ça peut t'arriver aussi, même toi, c'est que vu que tu peux tomber sur n'importe qui, tu tombes sur un gros joueur, un créateur de contenu, tu tombes sur quelqu'un que t'as l'habitude de suivre sur les réseaux, bah même si c'est ton premier tournoi, tu peux te jouer contre lui et avoir une interaction de 45 minutes avec cette personne. Et en fait, je trouve que ça, il y a très très peu de domaines qui peuvent te permettre de toucher ça du doigt, et Yugi, ça en fait partie. Et je pense que ça contribue énormément au fait que les gens apprécient les tournois, quoi. Tu veux un truc fun d'ailleurs, j'en ai eu la révélation très récemment, Ouais. mais en faisant la vidéo sur Vin, Samir et Gab, Ouais. j'ai appris qui étaient les gens de la team Dragon Blanc, donc les joueurs pros autour de Vince à l'époque. Et donc il y avait notamment Johan Descamps. Et quand j'ai vu la photo de Johan Descamps aujourd'hui, je suis en mode mais attends, mais j'ai affronté ce mec. Et c'était mon round 6 ou 7 du CDF de l'année dernière. Ok. Et le mec m'a dit ouais, je joue depuis un petit moment et tout. Et sauf que à l'époque, je n'avais zéro idée de qui il était, quoi. Et du coup, je me dis attends, mais je le connais, j'ai affronté, je l'ai battu avec mon Tempa OMG. J'étais en mode, mais attends, c'est très drôle. Et il y a ce côté de la communauté est pas si grande que ça donne des bons pairings intéressants. Ouais, de fou. Et tu vois, pour te raconter une petite anecdote, après ce tournoi de Sergi, du coup, j'ai eu envie de m'entraîner 4 fois plus. Et à cette époque-là, je joue un des decks, qui est un deck que j'apprécie énormément, même encore aujourd'hui, qui est Make Knight Invoked. Donc on peaufine un peu la stratégie, et le week-end d'après, il y avait un autre WCQ, attention, encore une fois très nombreux, 80 joueurs, Angers 2018. Ah ouais, bah ouais.
Donc à l'époque, on joue sur un premier étage d'une maison familiale où vraiment t'es dans une pièce qui fait 60 mètres carrés, tout le monde est empaqueté les uns aux autres et tu te retrouves à jouer contre des mecs un peu chauds et le deck tourne bien, tu vois, et je le pilote correctement. Et à un moment donné, sur une des dernières rounds, je joue contre un joueur qui est à l'époque connu et qui aujourd'hui l'est encore plus puisque je joue contre un monsieur qui s'appelle Ryan Jabri. Bien sûr, je sais très bien qui c'est, bah ouais. Voilà, Ouais. donc Ryan Jabri qui gagnera un YCS quelques années plus tard. Et en fait, donc Ryan joue True Draco à ce moment-là, et moi je suis un nobody qui connaît son deck et qui ne connaît absolument aucune autre carte de la méta, mis à part Trickstar, parce que mes potes jouent Trickstar et que du coup je me fais casser la gueule par Trickstar en boucle. Donc là je joue contre le True Draco, et le but de mon deck à l'époque c'était grosso modo d'aligner des gros bodies, de buter. Il y avait 9 Kaiju main deck, il y avait des removers dans tous les sens, et tu faisais Mekaba, Kaiju, invoque des Mech Knight, il y a 12 000 sur la table, t'es mort. Et donc du coup je joue contre Ryan, et Ryan, donc on est à l'avant-dernière round, donc techniquement c'est pas des joueurs un peu random qui tombent dans ces sphères-là à ces époques. Et à un moment donné, j'invoque mon Aleister et Ryan me retourne Monarch Erupt. Alors pour ceux qui savent pas, ça dit que Monarch Erupt dit que tous les effets de monstres activés sur le terrain qui ne sont pas invoqués par sacrifice sont annulés. Et donc du coup je dis à Ryan, elle fait quoi ta carte? Et Ryan me regarde droit dans les yeux et me dit ça fait Skill Drain. Et là je le regarde et je fais c'est quoi Skill Drain? Et là il me regarde et me dit, tu te fous de ma gueule. Mais vraiment il me sort un tu te fous de ma gueule. Et moi je fais non je connais pas. je connais pas. Et cette anecdote vraiment je la trouve exceptionnelle parce que tu te dis juste on est à un moment donné où t'as un full pimpin qui est arrivé sur un top WCQ qui avait un peu de monde à l'époque, et donc du coup par extension tu te dis il connaît les cartes, et au final c'est pas du tout le cas. Et En fait non quoi, très drôle. ouais, et du coup cette anecdote moi me fait beaucoup rire, et j'en avais reparlé avec Ryan il y a quelques années, il en a aucun souvenir, et je moi ça a le mérite d'être clair, mais tout ça pour dire qu'on commence tous quelque part et que jouer contre des gros joueurs ça arrive à n'importe qui, et des fois tu peux gagner, parce que cette game pour le coup je l'ai gagnée. Bon, il a pris Evenly, il a laissé Masterpiece, il a pris un Kaiju puis Monster Rebound sur le Masterpiece, il a pas kiffé, mais ça c'est une autre histoire. Non, bah, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, tu as ce côté un peu en mode newcomer, tu viens d'arriver. Comment est-ce que tu arrives à, toi qui organise et arrive à construire une des plus grosses équipes en France? Alors on va faire un saut de 5 ans du coup, parce que grosso modo il y a eu le Covid, donc il y a eu ces années 2018 où avec les potes qui m'ont montré le jeu, on avait créé une équipe. Cette équipe pour diverses raisons elle s'est cassée la gueule, et elle s'est finie dans des conditions qui étaient un peu moyennes, et j'avais essayé de mettre des trucs en place dans cette équipe, et on m'avait dit ça marchera pas, ton idée ne marchera pas. Bon, je suis un peu con. Du coup, quand j'ai une idée un peu dans la tête, elle ne bouge pas. Et à partir de là, je fais bon, bah ok, je vais remonter quelque chose avec les gens que j'ai rencontrés depuis 5 ans, avec le réseau que j'ai pu commencer à me faire. Et je veux monter une équipe, mais je veux pas monter une équipe de potes comme ça se fait régulièrement dans Yu-Gi-Oh! Je veux monter une équipe pour gagner. Et à partir de là, je mets en place mon squelette de projet. Avec une approche que la plupart des teams n'avaient pas, puisque l'idée d'avoir des analystes, l'idée d'avoir des gens qui sont là pour s'occuper vraiment des joueurs, l'idée d'avoir des gens qui sont là pour la communication, les staffs et tout ça, c'était pas des choses qui étaient connues dans Yu-Gi à ce moment-là. Et donc du coup, on décide de lancer ce projet. Et je vais voir, donc la toute première personne que je vais voir à cette époque, c'est un monsieur qui s'appelle Louis Jombu, qui est un gars de Bretagne, à qui je propose cette idée, et Louis me dit bah vas-y, je suis carrément chaud. Alors Louis, pour situer, c'était un profil qui faisait quelques tops par-ci par-là, mais qui avait un bon profil, et de fil en aiguille j'ai proposé le projet à quelques personnes, des personnes où j'y suis allé totalement au culot, typiquement Léo Giner qui est le champion de France 2015, j'avais eu 2-3 interactions avec lui, on se connaissait pas beaucoup plus que ça, mais je savais qu'il était très bon en deck building, je savais qu'il avait une vision de jeu qui pouvait apporter un vrai plus à l'équipe, puis il a une vraie expérience sur table aussi, puisque Léo, au-delà d'avoir gagné le championnat de France, il a fait des multi-top YCS, il a fait un top 8 à l'Europe, alors top 8 qui devrait être un top 4, mais pour la petite anecdote, il a laissé passer son adversaire parce que Léo avait pas son passeport et du coup il pouvait pas faire les Worlds. Voilà. Non, mais c'est un grand Léo, homme, un grand homme. Voilà, Léo, gros joueur, très très gros joueur, et je lui explique le truc et il me dit vas-y, ça a l'air marrant ton idée, on y va. Et donc du coup, Léo se fait recruter, je connaissais un peu Dorian à l'époque, donc on recrute Dorian. De fil en aiguille, on commence à monter un roster avec des gens qui commencent à émerger un peu sur la scène, mais qui n'ont pas encore explosé. Parce qu'il faut savoir que le premier roster de la ARS qui est sorti, il y avait 2 noms qui étaient vraiment connus dedans, et c'était Baptiste Desrouins et Léo Giner.
et tout le reste, on était des nobody complets sur la scène. Enfin, Mhm. on était un peu connus, mais grosso modo, on faisait que des tops régionaux, quoi. Ouais, Et je à, vois. part- Ouais, ouais. et à partir de là, bah, la machine à reste s'est mise en place. Et, Ce qui est- dès la première saison, donc dès 2023, on gagne un national, on fait top 4 à un autre national, on envoie un joueur au playoff. Donc ça commence plutôt bien, on fait un top 8 à l'Europe. Donc ça, c'est la toute première saison de l'équipe. Deuxième saison, on a un début qui est un peu plus compliqué parce que c'est la méta Rescue Way, Sunshine et Tutti Quanti. Snake Beaucoup plus Eyes de arrive, variance là-dedans, ouais, voilà, bien c'est sûr. ça. Snake Eyes arrive, et à partir de là, bon, bah, on envoie 2 joueurs au playoff, on envoie un joueur au World, Baba regagne son national. On foire un peu le CDE cette année-là. Ouais, puisqu'on fait. En fait, on a 2 joueurs qui font premier des rounds et deuxième des rounds, mais derrière, 2 des 3 joueurs qui passent s'arrêtent en top 64 et Baba s'arrêtait en top 32. Et puis après, il y a eu cette année 2025 où là, la machine était rodée, l'expérience était prise, on savait ce qui fonctionnait, on savait ce qui fonctionnait pas. Et on a tout mis en place, et puis on est en train de faire une saison qui marche. Et c'est vrai que quand on a lancé le projet, on avait dit on se laisse 2 ans pour être la meilleure équipe de France. Il y avait deux objectifs, donc être la meilleure équipe de France au bout de 2 ans et avoir envoyé quelqu'un au World en 2 ans. Et pour l'instant, les 2 objectifs sont totalement remplis. Et ça, je suis plutôt content de ça. Qu'est-ce que tu dirais qui te différencie des autres équipes? Parce que c'est vrai que tu parles pas mal d'organisation. C'est vrai que la Bendo Card Players, l'autre grosse team française, elle est très là sur. Elle revendique son entre guillemets manque d'organisation, mais son côté très feeling, bande de copains. Vous, c'est moins, enfin du moins à la base, c'était beaucoup moins le cas, c'est ça? Ah, c'était même pas du tout le cas. Et je pense que c'est ce qui fonctionne, c'est-à-dire que de base, les gens qui sont rentrés dans l'équipe sont rentrés pour gagner. Et ensuite, on est devenus des potes. Et aujourd'hui, les gens qu'il y a dans l'équipe sont tous au courant que si saison compliquée il y a, si les résultats ils viennent plus, ils sont sur des places qui sont pas immuables en fait. C'est-à-dire que s'il doit y avoir un changement de roster parce que quelqu'un ne fonctionne plus, bah il y a changement de roster. L'équipe est vraiment créée pour gagner et pour faire du résultat. On sait que tout le monde peut avoir une vie personnelle, on encourage même les gens puisque humainement on s'apprécie tous, tu vois. Donc l'idée, c'est pas forcément de descendre quelqu'un. Maintenant, il y a énormément de communication au sein de l'équipe, des joueurs qui se disent, bon bah là, personnellement, c'est un peu plus compliqué, je vais devoir lâcher un peu de jeu en fonction de pourquoi il lâche le jeu et tout ça. Est-ce qu'on doit le sortir de l'équipe? Est-ce qu'on doit le mettre en temps mort? Est-ce que c'est juste des résultats qui fonctionnent plus? Est-ce qu'il y a plus d'investissement? Enfin, l'équipe est là vraiment pour créer du résultat et faire du résultat et avoir un groupe de joueurs qui soit toujours dans une dynamique de jeu. Euh, et c'est pour ça, je pense que ça fonctionne. Et nous, on n'est pas dans une optique de groupe de potes. Vraiment pas. On est devenus des potes après avoir monté quelque chose pour gagner. Et du coup, vous avez, comment dire, donc c'est que chacun a des objectifs personnels qui mettent au service de la structure, ou est-ce que c'est la structure qui dit voici nos objectifs de groupe et vous allez les suivre entre guillemets? Alors, grosso modo, c'est la structure qui impose des objectifs. C'est-à-dire que nous, on a un quota qu'on aimerait que les joueurs respectent au niveau de leur présence en WCQ et de leurs résultats, qui est un résultat minimum à avoir sur l'année. Et à partir de là, des joueurs vont avoir des objectifs personnels et nous, on va les accompagner pour la réalisation. La plupart du temps, c'est une course au point. Je pense notamment à Ludo cette année, tu vois. Il a commencé en se disant, bah vas-y, je remplis mes objectifs au niveau de l'équipe. Il les a remplis assez vite. Il a vu qu'il était positionné pour la course au point. Bon, bah ses objectifs en cours d'année, ils changent. On est passé d'une saison à j'essaye de faire le mieux que je peux et à top le plus régulièrement possible à ok, je pars faire une course au point et à partir de là, comment l'équipe elle m'accompagne dans cette préparation. Voilà. Et donc en fait, ce qui fait que l'équipe fonctionne aussi également, c'est que elle est divisée en 3 grosses catégories. On va même dire une 4e vu que la gestion c'est encore un peu particulier. Mais on a une partie de l'équipe qui est juste des joueurs. Donc eux, ils sont là pour faire du résultat et pour enquiller des heures de jeu. Il y a une partie qui est un staff qui les aide au niveau de la préparation des decklists, au niveau des mathématiques dans les decks, au niveau de la recherche de deck cartes, au niveau des formats qui arrivent dans le futur. Là, il faut savoir qu'à l'instant où on parle, il y a déjà un groupe dans l'équipe qui bosse sur le format après Europe. Voilà, en fait, on a toujours un cycle qui se fait avec des gens qui travaillent sur de l'amont pour que quand on arrive dans la méta, on ait une base de travail qui soit déjà lancée, on a déjà économisé 20 à 30 heures de taf sur le prochain format. Parce que justement, c'est ça. Toi, on parle des joueurs pas mal, mais ce qui différencie un peu la ARS, c'est que vous avez une grande partie de l'équipe qui est un peu de l'ombre Mm. et qui s'occupe
des joueurs qui les encadrent. C'est pas juste un groupe de joueurs, c'est vraiment une structure, quoi. C'est ça. Bah, typiquement, tu vois, moi je sais que dans l'univers Yugi, j'ai pas accompli grand chose. Mais par contre, je fais partie de ces messieurs de l'ombre qui, je pense, dans l'équipe, fait beaucoup pour que le groupe puisse prospérer, que les joueurs puissent avoir ce qu'ils ont envie. Typiquement, là, tu vois, juste avant l'appel, c'est ce que je te disais, c'est moi qui gère toute l'organisation et l'allocation du BNB pour que aucun des joueurs arrive. Grosso modo, je leur fais une formule, on fait un vote, ils me disent, bon, bah, on part sur cette principe-là, et eux, derrière, ils ont juste à envoyer leur PayPal et terminer toute l'organisation, en fait, elle est carrée. Et ils ont rien à s'occuper. Et à partir de ce moment-là, bah déjà, t'as déjà une grosse partie psychologique qui part de ton event en mode ah, je dois trouver un BNB, ah ouais, mais si. Non, c'est pas à toi de gérer ça. T'inquiète pas, toi, bouffe tes 60 heures sur Vanquish, bouffe tes 60 heures sur Lunalight. Nous, on s'occupe de l'organisation. S'il y a des problèmes mathématiques, t'as des gens dans le staff qui sont liés pour ça. Si t'as des problèmes dans les rollings, t'as des gens dans le staff qui sont liés pour ça. Au niveau de ta communication, des résultats que tu peux faire, etc., on a des gens qui sont là pour ça dans le groupe. Et en fait, on a. Le but de cette équipe de l'ombre, c'est vraiment de faire briller ses joueurs, tu vois. Et justement, en fait, c'est ça, c'est que on considère que Yu-Gi-Oh! C'est un investissement pour être très fort et très bon, et surtout être régulier là, dans le jeu. Et en gros, c'est ça, c'est que toi, tu voudrais un peu permettre au maximum cet investissement des gens, mais tu considères que c'est quoi, genre, l'investissement minimum nécessaire pour réussir à être performant dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui? Alors, si t'es tout seul, l'investissement, il est pharaonique, parce qu'entre le moment où tu dois te renseigner sur la méta, tu dois pas être tête dans le guidon, tu dois aller parler avec des gens et tout ça, tout seul, je pense que l'investissement, pour être bon, il est pharaonique si t'es pas un génie. Parce que bon, on va pas se mentir, il y a des gens qui ont des facilités, il y a des personnes qui comprennent le jeu beaucoup plus facilement que d'autres. Maintenant, ça n'empêche pas que tu vas avoir besoin de mettre du temps dans le jeu et de te buter et de prendre des défaites et de jouer sur des émulateurs et de jouer en physique et de comprendre ce qui se passe sur une table. C'est beaucoup de temps de jeu, tu vois. Moi, je pense que dans Yugi, tu peux commencer à être, on va dire, efficient. C'est même pas bon, c'est vraiment être efficient. À partir du moment où tu as déjà pris un an de jeu. Mais un an de jeu où tu as cherché à comprendre ce qui se passe dans la méta, tu as cherché à comprendre comment le jeu il évolue, à comprendre comment les joueurs qui sont, on va dire, sur le devant de la scène arrivent à être sur le devant de la scène. Et une fois que tu as pris ça, bah, tu vas commencer à aller en tournoi et à prendre de plus en plus de victoires, à avoir un win rate qui va plus se rapprocher des 60-70% de win rate. Et puis gentiment, après quelques années, tu vas te rapprocher des 80-90% et rentrer dans l'élite. Mais par contre, c'est des 15-20 heures semaine à mettre dans le jeu, à te buter au jeu et à être dedans, quoi, quand tu veux faire partie de l'élite. Ouais. Et toi, du coup, c'est quelque chose que tu fais aussi en plus du travail d'organisation ou t'es avant tout entre guillemets, un gestionnaire qu'un joueur actuellement, tu penses? Alors, moi, je suis beaucoup plus dans la gestion que dans le jeu aujourd'hui, puisque avec les différents réseaux de l'équipe et avec les différentes facettes qu'il y a à gérer, parce que maintenant, l'équipe, en fait, c'est pas que du TCG, c'est aussi du Master Duel. Donc, du coup, moi, je suis et sur la gestion du TCG, et sur la gestion de Master Duel, et sur la gestion des gens qui gèrent les joueurs, et sur la gestion de nos différents réseaux. Donc, j'ai plus le temps de m'investir dans le jeu comme j'ai pu le faire à un moment. Et très honnêtement, je suis pas le calibre de joueur à être capable de faire des résultats exceptionnels, tu vois. J'ai accepté mon sort là-dessus. Si je fais un résultat notoire sur un event, c'est parce que j'ai une run qui est un peu chanceuse et je ferai pas partie de ces joueurs exceptionnels. Par contre, je sais que j'ai des vraies capacités organisationnelles qui sont supérieures à la moyenne et donc du coup, bah, je mets ça au profit d'un groupe pour faire exploser et d'une part ma passion et d'une autre part ces gens qui ont décidé de faire confiance au projet et qui sont aujourd'hui devenus mes potes que j'ai envie de voir briller, tu vois. Ouais, je vois. Parce que si tu devais dire à quelqu'un quelque chose pour qu'il arrive à se lancer de manière efficace, qu'il arrive à passer le pas du «casual» entre guillemets à genre vraiment topper des tournois, ça serait quoi ton conseil pour lui en genre? C'est accepter de perdre. Il faut vraiment accepter de perdre dans un premier temps et faut accepter que ça fasse partie de l'apprentissage et faut pas lâcher. Vraiment, moins tu vas lâcher, plus tu vas continuer d'y aller. Et en fait, chaque défaite t'apprend des choses. C'est des micro-interactions qui vont des fois te coûter des games et plus tu vas te retrouver face à ces cas de figure, plus tu vas être en capacité de pouvoir les gérer au mieux. Et en fait, aujourd'hui, tu te diras, ouais, mais c'est pas la même méta, c'est tout le temps, grosso merdo, la même merde. Une fois que tu as réussi à identifier les différentes cartes que tu vas avoir en face, bah, tu auras toujours le starter, tu auras toujours l'extender, tu auras toujours la carte qui va spé du deck, tu auras toujours la carte unfair, tu auras toujours la fosseuse. Et à partir du moment où tu as compris ça, et que tu arrives à comprendre les gâchettes que ton adversaire a à sa disposition,
déjà tu vas commencer à top, et à partir du moment où tu vas arriver à les pré-shots, là tu vas commencer à vraiment rentrer dans des cercles très fermés de personnes qui disent ok, j'ai compris le jeu, j'ai compris les arcades lunaires de Yu-Gi-Oh, je peux commencer à viser les sommets, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que le, le pas entre le casual, le mid-core, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est des gens qui viennent, qui s'entraînent un petit peu, qui ont un deck qui est pas forcément optimisé parce qu'ils ont pas envie de mettre 400 balles dedans, des choses comme ça, et qui viennent au tournoi et qui font J1 versus le top 64. En fait, c'est une sorte de presque de deuxième mur. Genre là où le premier mur de Yu-Gi-Oh! C'est apprendre les règles, et quand même, il y a beaucoup d'informations à emmagasiner. T'as le deuxième mur, t'as l'impression d'avoir tapé un plafond de verre, et sans, entre guillemets, le bon support, les bonnes informations, tu peux vraiment te retrouver pas un peu bloqué, mais genre à stagner très longtemps, j'ai l'impression. Ouais, alors ça c'est vrai, mais il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est que tu peux faire partie de ces gens qui ne passent jamais ce mur, même en ayant eu accès à ces informations. Ouais. Je vais te donner un exemple tout con. Moi, personnellement, j'ai pas de top major. Tu vois. J'ai un top 4 national, mais c'est un national où il y avait 250 joueurs, donc on est plus proche du WCQ que du national, objectivement. Et pour le coup, c'est pas pour autant que je n'ai pas eu accès à ces informations. Genre, littéralement, j'ai le plus gros staff sur le jeu qui est lié et qui peut me permettre de passer ce plafond de verre. Juste, en fait, à un moment donné, avoir les informations, c'est bien. Mais par contre, il va falloir que tu te torpilles au jeu, tu vois. Il faut que tu acceptes que tu peux avoir une variance négative pendant un an et que tu n'as pas de run goldé. C'est triste à dire, mais ça fait partie du jeu. L'idée d'un Yu-Gi-Oh, on va dire, où tu vas commencer à faire partie des bonnes strats, c'est quand tu vas être très régulier sur tes tops, que ce soit en WCQ ou que ce soit en Major. Quand tu arrives à top régulièrement, t'es un bon joueur. Si t'arrives jamais à passer ce plafond de verre derrière, c'est pas Ouais, je vois. improbable. C'est pas Parce que improbable, tu toi, vois. tu considères que du coup, une bonne victoire ne suffit pas forcément à te qualifier de bon joueur, quoi. Alors, je vais te donner un exemple qui va peut-être être un peu trash, mais Vas-y, on est là. est-ce que t'es capable de me citer le nom du champion de France du champion d'Europe de l'année dernière? Non, moi Voilà. j'avais Jessica Robinson et, Mm, et qui était pas là en 2024, mm. donc j'avoue, je ne sais pas. Mais alors, même moi qui suis dans la scène, tu vois, je peux juste te dire qu'il a gagné avec Tempai, mais je sais pas qui c'est. Ok, ouais. Je sais pas qui c'est parce que le gars, on l'a jamais revu. Alors que tu prends Jessica Robinson, elle a fait plusieurs fois des tops derrière, elle a fait son top 4 au national, elle a fait même 2 fois top 4 au national, elle a fait un top 4 une finale, elle a fait des top YCS, enfin, voilà, elle a marqué de jeu. Tu prends Marcus Patel, c'est pareil, il sortait d'une saison qui était monumentale. Enfin voilà, les champions d'Europe, ils ont marqué par leur performance, et donc du coup, forcément, tu les retiens. Mais un gars qui fait une win random, tu vas pas forcément le retenir. Non, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a ce côté de. Tu peux avoir des grands éclats de gens qui repassent directement dans l'ombre juste après, et finalement, peut-être les tops les plus importants, c'est les deuxièmes, les troisièmes, genre, ils sont peut-être moins éclatants, mais qui permettent de te garder dans la conscience collective des gens, quoi. Genre. Ah, tu vois, dans le sport, on parle souvent des fois des gars qu'on fait éternel second et on les appelle les rois sans couronne. Tu vois. Mhm. Et bah en France, on en a un, et ce mec, je pense que c'est Sofiane Belkacem, tu vois. Il a un nombre de tops en YCS qui est pharaonique, il a fait un top 3 en YCS qui est pharaonique, mais il a jamais été jusqu'à la transformation. Il s'est arrêté au top 4 des playoffs, il a fait troisième à un YCS, enfin, tu vois, il a jamais pu péter ce plafond de verre alors que c'est un joueur. Mécaniquement, tu vois jouer Sofiane, mais tu pètes ton crâne parce qu'il est extrêmement bon. Mhm. Mais, tu vois, je vais plus me souvenir d'un Sofiane que me souvenir du mec qui a gagné l'Europe l'année dernière. Et justement, moi, je voulais voir un petit peu embrayer sur un concept un peu parallèle à ça. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible de vivre de Yu-Gi-Oh! De faire de Yu-Gi-Oh! Entre guillemets une carrière, quelque chose comme ça, en termes de joueur pro, ou c'est quelque chose qui. Enfin, pas avec les cash prizes de Konami évidemment, mais genre en termes de visibilité, tu peux investir l'entièreté de ton temps là-dedans ou pas? Non. Non. Ok. Non, la réponse, elle est. Question Alors, suivante. Mais en fait, j'aimerais tellement pouvoir te dire oui, mais aujourd'hui, Yu-Gi-Oh, tu ne pourras pas en vivre en tant que joueur pro, tu vois. Nous, je sais que sur la structure, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de réduire au maximum les coûts sur les 5 majors de l'année. Moi, j'aimerais qu'à terme, la structure soit capable de payer le déplacement sur les 3 YCS, l'Europe et le France aux joueurs, mais je sais que rémunérer les joueurs, ce sera quelque chose qui sera absolument pas possible. Parce qu'est-ce qui que vous manque, qu'est-ce qui vous manquerait actuellement? C'est quoi qu'est-ce qui t'empêche de le faire en gros? en fait, je pense qu'aujourd'hui, tu as plusieurs facteurs qui viennent empêcher ce truc-là. C'est que on n'est pas sur une niche qui attire énormément de marques.
Donc déjà, tu peux pas aller chercher de l'argent vis-à-vis de sponsors. Il y a encore personne qui a testé le fait d'aller chercher des subventions en déclarant une équipe et en disant bah voilà, j'ai un vrai projet auprès de l'État et de dire bon bah voilà, aidez-nous. Alors spoiler alerte, je suis en train de le faire. Donc, Ah, excellent voilà. ça. Donc Très très bien. peut-être que d'ici quelques temps on pourra en reparler. Je te dirai bon bah écoute, on a un premier pas qui a été fait. Maintenant là tu vois, ça fait 6 mois que je suis dans les dossiers administratifs, comprendre comment ça fonctionne, créer une association, savoir c'est quoi les différentes subventions que tu peux aller demander, comprendre comment ça doit marcher au niveau de tes déclarations et tout ça. Enfin, en fait, tu passes d'une passion à un taf à côté, tu vois. Et donc, du Ouais. coup, faut aussi accepter de prendre des sacrifices parce que moi, l'idée, c'est pas de me rémunérer, c'est vraiment juste de dire, voilà, on peut avoir un branding pour les gars de l'équipe avec des maillots et tout ça qu'ils aient plus à payer, on peut avoir un déplacement, et alors moi, ça serait la cerise sur le gâteau si un jour j'arrive à le faire parce qu'on a un peu de financement. L'idée, ça serait de dire aux 3 meilleurs joueurs de l'équipe, bon bah voilà, vous avez fait une saison incroyable, on a pu vous financer tous vos déplacements. Pour vous remercier de l'investissement que vous avez fait, vous me choisissez un YCS en 3v3 aux États-Unis et on vous paye le billet aller-retour. Tu vois. Ça Mhm. aujourd'hui, c'est mes objectifs en tant que capitaine de la RS. C'est de trouver des financements pour permettre ces différentes choses auprès de l'équipe et permettre aussi de remercier les joueurs parce que c'est un travail de groupe, tu vois. Parce que du coup, c'est le côté de là, c'est t'es complètement un pionnier dans cette catégorie-là, où genre, un vrai e-sport, c'est pas vraiment un e-sport Yu-Gi-Oh! Parce qu'on est en vrai, Mm. mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. E-sport Yu-Gi-Oh! Qui pourrait coller avec, je pense, les attentes qu'on a en France, qui ferait rayonner le jeu, mais de fait, on n'a aucune initiative de la part de Konami et il y a personne qui a encore tenté le coup là-dessus, mais ça serait toi vers là où tu voudrais te diriger, c'est ça? Bah, au-delà de vers où je veux me diriger, c'est où je suis en train de me diriger. Tu vois, Ouais. à l'heure où on parle, là, j'attends les retours de mes numéros de sirette. J'ai mes 3 dossiers, mon dossier sponsoring, recherche de sponsor qui est fait, mon dossier subvention qui est écrit et mon dossier mécène qui est écrit, tu vois. Mais c'est Mmh. pareil, ça m'a pris un temps qui est monstrueux. C'est là que tu vois que bon, les études, ça servait un petit peu, puisque bah, moi, j'ai un master en gestion de groupe, gestion d'entreprise. Mais voilà, tu vois, c'est à un moment donné, c'est du temps qu'il faut que tu mettes dans le jeu et tu n'as aucun fil rouge. Là, je suis en train de tout construire de mes mains et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, tu essayes de te rattacher à des choses qui peuvent s'en rapprocher. Typiquement, je prends beaucoup Smash comme exemple parce que c'est à peu près le même délire au niveau de la scène. Au niveau des mécènes, je me dis, bon, bah vas-y, on va déjà essayer d'aller chercher des sommes qui sont relativement faibles. Alors attention, c'est faible dans le cadre d'un groupe, mais Oui, bien sûr, ouais, ouais. tu prends du 20-30 000 euros. Nous, aujourd'hui, 20-30 000 euros, ça nous fait toute notre saison pour 20 personnes, tu vois. Mmh mh, Et mmh mh, c'est peanuts pour le coup. C'est vraiment peanuts, mais si tu as un budget qui est bien géré, si tu sais où tu veux aller, si tu sais comment tu veux dépenser cet argent, bon, bah tu arrives déjà à te faire ton premier jaugeage. Une fois que ton jaugeage est fait, tu sais que tu peux aller chercher des financements parce que typiquement, aller chercher 20-30 000 euros, c'est l'équivalent de faire un 4L Trophy. Alors ça parlera peut-être pas à un certain nombre d'entre vous, mais grosso modo, c'est une course qui se passe dans le désert marocain où c'est des jeunes qui vont acheter une 4L, qui vont la customiser et qui partent faire une course dans le désert. Et ça, c'est entre 20 et 30 000 balles. Et tous les ans, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui viennent donner de l'argent pour faire ce genre de truc. Alors que ça n'a quasi plus mmh aucune mh, visibilité aujourd'hui, tu mmh. vois. Ouais, c'est juste c'est un peu d'aura, en fait, que Yu-Gi-Oh! Pourrait avoir. C'est vrai que c'est sympathique, ouais, j'avoue. C'est l'idée, tu vois. Et puis maintenant, au-delà de ça, tu vois, c'est que bah, Yu-Gi-Oh! C'est plus qu'une simple voiture sur laquelle tu vas mettre ta marque. La plupart des équipes aujourd'hui, elles ont un stream, elles ont une chaîne YouTube qui fonctionne. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir un petit bandeau avec les différentes marques qui passent, avoir une fenêtre sur la fin de ta vidéo qui te dit merci à tous les sponsors pour permettre à l'équipe de vivre, en fait, tu vois. En fait, tu as plein de solutions aujourd'hui qui sont existantes. Maintenant, il faut séparer la réalité de la crédulité et à quel moment des gens peuvent mettre de l'argent dans un jeu Pegasus alors que bon, la plupart des gens qui vont avoir l'argent, c'est des gens qui vont avoir entre 30 et 50 ans aujourd'hui. Est-ce que ça leur parle, tu Ouais, vois? ouais, c'est vrai. Puis surtout, c'est que, comment dire? L Tu mets ton argent dans une IP qui existe déjà, qui appartient à une autre entreprise, de manière très claire, quoi. Genre, en gros, Mm. c'est qu'il y a, si Yu-Gi-Oh! Était comme les échecs, où c'est un jeu un peu qui n'appartient pas vraiment à personne, c'est que Mm. ça, des fois, ça rend la chose plus simple. Là, ils disent: «Mais pourquoi vous demandez pas à Konami, finalement?» Et les Konami n'est pas intéressé pour l'instant par ce genre d'initiative, je pense pas, non? C'est ça. Et puis, au-delà de ça, tu rencontres un autre problème aujourd'hui, c'est que la plupart des équipes, quand tu passes en stream, aujourd'hui, Konami te demande de cacher ton maillot.
Ouais, ouais, Ce ouais. qui est assez frustrant, c'est que ça arrive une fois sur deux. Donc des fois, ils te le demandent, des fois, ils te le demandent pas. Maintenant, on a eu cette année, et grand merci à lui, parce qu'il essaye vraiment de faire avancer le jeu du mieux qu'il peut. Mais typiquement, Barcode, cette année, il a fait passer des gens qui sont propres à des équipes pour parler de leur équipe avec le maillot sur l'interview. Et là, tu te Mhm. dis, bon, ça avance dans le bon sens. Tu prends aussi ce que Canva, il fait aux États-Unis avec les YCS. Quand il te prend les gens des équipes, qui te parlent de c'est quoi tes réseaux, comment vous faire travailler, comment on peut vous retrouver, c'est quoi votre préparation, tu te dis que bah vas-y, les équipes elles commencent à avoir un impact dans le jeu qui est non négligeable et que Konami commence à les valider. Maintenant, dans quel sens ça va aller, c'est pareil. Tu peux pas attendre de quelqu'un qui fasse des choses que toi t'as envie. Sinon, c'est de la folie, tu vois. Donc donne-toi les moyens de le faire et accepte d'avoir quelques heures de sommeil en moins. Non, je comprends. J'aimerais passer un petit peu sur un autre axe du sujet là-dessus. Qu'est-ce que Mhm. toi tu penses de Yu-Gi-Oh actuellement dans son état, dans sa forme en tant que jeu quoi? Si t'avais genre une hot take à donner sur Yu-Gi-Oh, qu'est-ce que ça serait? Je pense que Yugi aujourd'hui c'est un jeu qui est exceptionnel et qui est sur une ligne. Et pour moi, il va y avoir deux possibilités. C'est soit on va tomber dans une niche qui est propre à sa niche et ça bougera pas et on sera entre joueurs de Yugi à kiffer encore pendant peut-être 10-15 ans. Soit le jeu il tombe dans l'autre côté et là on a une explosion du jeu et le jeu il fait partie de ses précurseurs sur du TCG compétitif. Et j'ai envie de penser on est plus en train de tourner vers ça, vers le jeu qui peut exploser, vu que les TCG ces dernières années ont explosé en termes de popularité. Tu prends des Lorcana, tu prends des Pokémon, tu prends des One Piece TCG, enfin, ils sont tous en train de péter. Yu-Gi-Oh, je pense que compétitivement, c'est le jeu le plus intéressant de tous les TCG Mhm. qui existent Mhm. aujourd'hui. Et si on arrive à expliquer très rapidement aux gens ce qui se passe sur une table et pourquoi ils doivent le suivre, je pense que le jeu peut vraiment être une dinguerie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, à quel moment ça peut sauter ou pas, ça j'en ai aucune idée. Mais nous, en tant que passionnés, c'est à nous d'essayer de faire pencher la balance du bon côté, en essayant de créer des events, en essayant de créer des vidéos, du contenu. Enfin, t'as fait partie des gens typiquement qui ont beaucoup aidé à ce niveau-là, puisque le jeu aujourd'hui, t'as fait des séries de vidéos qui te font découvrir une facette du jeu que tu connais absolument pas. Et si une fois que tu as cette data-là, que ce soit avec les tricheurs, avec les rois, avec les différentes personnes qui créent l'univers de Yu-Gi-Oh! Avec j'ai perdu le nom du gars qui jouait Mystic Mining Exodia. Jeff Leonard, bien sûr, oui, oui. Voilà, Jeff Leonard, tu vois. En fait, c'est des gens que quand tu vas les voir, après tu vas faire putain, je le connais, lui, je l'aime bien, tu vois. Et typiquement, Mhm. moi, je suis un Mhm. fanboy de Jeff Jones, typiquement, tu vois. Ah Et à ouais, chaque fois que je vois Jeff incroyable, Jeff Jones, Jones. je suis là, je fais, c'est lui qui va le gagner, de toute façon, soit ici. Est-ce qu'il y a personne d'autre qui peut le gagner, tu vois. Et puis il le gagne pas, et je suis dégoûté. Mais bon, La prochaine, bien sûr. mais voilà, tu vois. Et en fait, ce truc-là, quand on va avoir ça et que les gens vont être capables de suivre ce qui se passe sur le jeu et d'avoir des vraies accroches, on aura tout gagné. Et ça passe par du storytelling et des gens comme toi, des gens comme aujourd'hui on a sur les casts, commencent à rattacher ce truc-là, tu vois. Et si on arrive à avoir cette fanbase qui arrive à comprendre les règles de base et comprendre ce qui se passe sur la table, je pense que le jeu il explose. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a un. J'aime bien ce que Vince dit là-dessus, c'est qu'on est encore en manque de médiatisation sur le jeu. Paradoxalement, je Mm. trouve qu'on est le meilleur de tous les TCG en termes de médiatisation actuellement, ce qui veut dire à quel point la barre est basse. Enfin, non, Mm. Pokémon est au-dessus. Pokémon est plus fort que nous, c'est vrai ça. Alors, Euh, est-ce que c'est Pokémon ou est-ce que c'est Pokémon Company? ouais, en fait, c'est juste, en vrai, ok, précisément, Pokémon a juste argent infini, donc ils peuvent faire Mm. des events de fou, des cash prizes incroyables, mais pourtant, en termes de. Et moi, je parle en termes de YouTube et de réseaux sociaux, Mm. Yu-Gi-Oh! Met une vitesse à tout le reste. Regarde, là, Mm. on a fait une vidéo sur One Piece TCG récemment. Pour moi, il y avait un peu de buzz. Tu sais, c'est One Piece, j'aime bien One Piece et tout. Ça a même pas tapé les 50 000 vues. C'est le pire beat de toute la chaîne. Ça m'a vraiment mis un. C'est vraiment le trou dans les comptes. J'ai mangé un peu d'eau ce mois-ci parce que la vidéo One Piece est un bide abyssal et elle est insauvable. Je vois les courbes, c'est impossible. Et il y a ça aussi parfois avec genre Magic ou alors Pokémon ou les autres trucs qu'on fait. Euh, Là où la communauté Yu-Gi-Oh! Elle est vraiment présente. Et même tu regardes aussi, y a personne qui fait du Lorcana, il y a personne qui fait du Pokémon vraiment dédié. Alors que pourtant Yu-Gi-Oh! Ben, il y a une vraie niche sur laquelle il y a des gens comme là, moi, je sais, on peut en vivre directement parce qu'on arrive Mm. à fédérer suffisamment, que ce soit dans la niche ou alors en dehors de la niche. Et aussi, tu regardes en termes de taux de participation,
Pokémon est fort parce que Pokémon met les moyens, donc ça encore, moi je veux bien me mettre Pokémon comme premier. Mais Yu-Gi-Oh! Là, on est au-dessus de Magic de très très loin. On a beaucoup plus de tournois. On a des tournois genre. Si on n'en fait pas les plus gros tournois, c'est parce que les events sont pleins, quoi, genre. Et tu regardes à la Japan Expo, on a déjà les chiffres de participation. L'Orcana One Piece, c'est comme ci, comme ça. Yu-Gi-Oh! C'est déjà plein. C'est déjà. C'est en entier. Et donc, il y a vraiment un coup à jouer. Il y a plein de trucs qui sont au bon endroit. Il faut réussir à tout catalyser dans un grand truc, j'ai l'impression. C'est ça, et le truc c'est que, en fait, Yugi, ça a une force que tu as dit, c'est que les gens sont engagés dans le jeu. En même temps, t'as pas beaucoup de mecs qui sont capables tous les 3 mois de te dire je remets 500 balles dans mon jeu. Allez, vas-y, c'est parti, tu vois. Genre tes DLC, ils te coûtent tellement cher dans Yu-Gi-Oh! Mais les gens sont tellement heureux de jouer des bouts de carton. Et en fait, Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est un truc que j'ai compris il y a pas très très longtemps. Tu as 10 000 moyens de le vivre de façon différente aujourd'hui. Et tu vois, que ce soit en tant que de créateur de contenu, que ce soit en tant que vendeur, que ce soit en tant que joueur compétitif, et même aujourd'hui en tant que staff d'équipe, bah, Yu-Gi-Oh! C'est une passion qui a tellement de facettes et qui, en plus, est liée à un animé où littéralement le but c'est juste d'être le meilleur. En fait, t'as toute la sauce possible pour que ça te fasse un plat d'exception. Et il faut juste trouver la recette, tu vois. Et une fois qu'on va l'avoir trouvé, et une fois que les personnes qui vont sincèrement aimer le jeu et qui vont pas juste être là pour prendre un buzz, prendre un billet ou prendre de l'estime personnelle, mais des vrais gars qui sont à cœur et à cœur à l'ouvrage, tu vois, pour faire péter le jeu, je pense que le jeu, il peut devenir un mastodonte. Mais vraiment un mastodonte, mais en termes de compétition en plus, tu vois. De fou. Parce que du coup, qu'est-ce qui te ferait peur? Comment est-ce que ça pourrait se péter la gueule si ça se pète la gueule, à peu près? Je pense que ce qui est le plus dangereux avec le jeu, c'est que on n'ait pas de nouvelles vagues de joueurs qui reviennent régulièrement, tu vois. Et aujourd'hui, tu le prends sur on va dire sur les têtes de tournoi que t'as dans Yu-Gi-Oh! Ça fait quelques années quand même qu'on a tout le temps les mêmes, tu vois. C'est tout le temps les mêmes joueurs. T'as une ou deux têtes qui spawnent dans l'année. Tu vois, cette année, je pense notamment à Damien Valla, je pense à Elias, qui viennent un peu de nulle part. Enfin, ils viennent de nulle part, oui et non. Ils traînaient, ils étaient sur le point de péter. Tu prends Ludo, c'est pareil. Ludo, il traînait un petit peu, mais il a explosé vraiment cette année. Noël, c'est pareil. Mais mis à part ça, c'est toujours les mêmes. C'est toujours des Guillaume Marron, c'est toujours des Gabriel Soucy, c'est toujours des Samir Bachar, c'est toujours des Dorian Kagiti. Enfin, voilà, tu vois, c'est des gens qui sont implantés. Et je pense que si on n'a pas un nouvel élan qui revient tout le temps dans le jeu, ça va être compliqué. Et si on arrive à l'avoir, ce nouvel élan, et là je vais citer Vince, tu arrêtes jamais vraiment Yu-Gi-Oh! Tu fais Bien juste sûr. une pause, tu vois. Et c'est tellement vrai. Cette chose est tellement vraie. Si tu aimes Yu-Gi-Oh! Si tu as aimé Yu-Gi-Oh! À un moment donné, tu feras une pause et tu reviendras au jeu parce que le jeu, il est addictif à souhait. Parce que c'est de l'ego pur. C'est des tripes entre potes que tu vivras jamais dans une autre expérience. C'est un investissement qui est récompensé parce que quand tu gagnes un event Yugi ou même quand tu reprends un trophée, tu vois, pour l'avoir vécu, t'as beau être médisant sur tout le long en disant ouais, le trophée il est moche, par exemple, quand tu l'as dans les mains, ça a plus du tout la même valeur. Et les Non, carrément. week-ends que ça te crée, enfin, que ça soit en bien ou en mal, je prends le CDF de cette année, pour moi, tu vois, c'est un CDF qui m'a fait très mal, alors qu'on a fait une perf de dingue, hein. Mais on l'a pas gagné. Et donc, du coup, on est tous rentrés chez nous, excuse-moi l'expression, mais la queue entre les jambes, avec un seul objectif, c'est l'année prochaine, la vie de ma mère, on repart pas sans ce putain de trophée. C'est vrai que là-dessus, tu disais avant que ça, donc à la base, c'est pas des gens qui se connaissaient, mais qui étaient juste là avec le même objectif de gagner. Mais au final, tu crées quand même un sentiment de famille dans la ARS, j'ai l'impression, où il y a ce côté de les liens finissent par se créer et tu restes, tu hantes pour gagner, mais tu restes pour les liens, peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais, de fou, de fou. Mais ça, c'est parce que on va dire dans le recrutement de la ARS, moi, il y a une phrase que j'utilise très très souvent, c'est qu'on cherche à recruter des gens qui sont aussi bons dans le jeu que de cœur. Et si tu fais partie de ces gens qui sont là à fonctionner à l'ego, à essayer de shark, tu colles pas au projet. Et je préfère avoir un mec qui part d'un petit peu plus loin, qui est moins bon mais qui a des bases saines et qui est un gars avec un cœur bon, et me dire que bah, peut-être ça marchera pas avec lui, plutôt que de te dire bah vas-y je recrute une machine de guerre mais qui a un con fini, parce que ça a dénaturé le projet, ça a dénaturé le groupe de joueurs que j'essaye de créer,
Et en fait, ça te crée une image qui est négative. Aujourd'hui, tu prends les gens, et ça c'est pareil, c'est le CDF qui m'a fait m'en rendre compte. Quand tu prends les interviews que Barcode fait et que les gens parlent de la RS, bah, déjà, ils parlent pas d'un mec en particulier. Quand ils te disent, tu vois que tu penses que c'est qui va gagner le championnat de France, les gens te disent un gars de la RS, c'est pas Dorian, c'est pas Pierre, c'est pas Noël, c'est pas Mathieu, c'est un gars de la RS tout court, tu vois. Et ça, bon, déjà, ça fait très chaud au cœur. Mais en plus de ça, les avis qui ressortent de l'équipe, bah, ils sont très positifs, tu vois. Et ça arrivera à tout le monde de perdre une game et d'être un peu con sur une table à un moment donné. Mes joueurs sont des gars qui sont humains, tu vois. Et je leur en tiens pas rigueur. Mais par contre, quand ils font des conneries, derrière, ils se font taper sur les doigts, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait que le groupe aujourd'hui fonctionne bien, c'est qu'ils savent que humainement ils sont suivis, ils savent que dans le jeu ils sont suivis. Le groupe il est pas là pour te dégager parce que t'as fait de la merde à un moment donné. Il n'y a pas de trash talk ou quoi dans le groupe. Enfin, c'est que des échanges qui sont sains et qui vont dans le bon sens. Bon, on se taquine un peu, tu vois, mais il y a pas d'ambiguïté. Et surtout, un truc que j'ai voulu mettre en place et que les autres joueurs qui ont déjà eu des équipes avec qui ça s'est cassé la gueule aussi veulent mettre en place aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de communication, tu vois. Il n'y a pas de non-dit. C'est-à-dire que moi, s'il y a un joueur qui a un problème, je le chope entre quatre yeux et je lui dis ok, maintenant tu me dis ce qu'il y a parce que je peux pas avancer, je peux pas comprendre pourquoi tu réagis comme ça si j'ai pas les infos. T'es pas obligé de me dire tout en détail, mais me dire j'ai une merde familialement actuellement et je suis pas dans mon assiette, bah déjà ça me permet de pouvoir aller voir les autres et de dire tranquille avec lui en ce moment, c'est compliqué, tu vois. Et déjà, ça change beaucoup de choses. T'as déjà eu des gros problèmes à régler dans ce genre-là, en mode de drama, j'ai envie de dire, mais c'est des choses qui te disent ah là peut-être l'équipe c'est fini, quelque chose comme ça. Bah, la question elle est bien amenée parce que on sait exactement de quoi on va parler. Bien sûr, bien sûr. J'ai des notes, j'amène, voilà, on voit là où ça va. Écoute, hein, mais ouais, c'est arrivé bah, là avec le CDF, avec ce qui arrive avec Baptiste Desrouin, tu vois. Baptiste qui est pris en 4K HD en train de regarder sous le deck de son adversaire. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire? Moi ça me regarde pas, tu vois. Moi aujourd'hui tout ce que je vois c'est qu'il y a un gars de mon équipe qui potentiellement a regardé sous le deck d'un gars et ça c'est pas en accord avec les valeurs de l'équipe, donc forcément tu te sépares de lui. Et c'est compliqué parce que même si le groupe il a été créé pour gagner, bah, comme on l'a dit avant, tu vois, t'as des liens qui se forment, tu as appris à connaître l'homme, t'as vécu des choses avec cette personne. Maintenant, Baptiste était aussi totalement conscient de la chose, genre au moment où moi je l'ai contacté le lundi, il m'a dit, parce que je lui ai envoyé un grand message, il m'a dit déjà, je sais que ces lignes n'ont pas été faciles à écrire, mais que tu sois d'accord ou pas, il faut que tu me vires. Ouais, ça c'est fort de sa part aussi, techniquement. Tu vois, c'est toutes les personnes avec qui on a fait un bout de chemin dans l'équipe, au moment où ça a dû s'arrêter, peu importe les raisons, hein, que ce soit une raison personnelle qui disait bah, j'ai plus le temps de jouer au jeu, ou un niveau de jeu, ou quoi que ce soit, tous les gens, au moment où ça a dû s'arrêter, étaient conscients et savaient pourquoi ça s'arrêtait. Et c'est jamais moi qui ai eu à forcer un départ de quelqu'un. Ça a toujours été un accord, tu vois. Bah, du coup, tu m'as dit que l'année prochaine, vous voulez gagner le CDF. Est-ce que vous avez d'autres objectifs? Actuellement, je sais qu'il y a les playoffs qui arrivent au moment où on recorde ce podcast. C'est quoi? Vers où est-ce que tu te diriges, en gros? Alors, les playoffs, c'est un format qui est assez compliqué à préparer. Parce que c'est le DC le plus énervé d'Europe, tu vois, à ce moment-là. Et donc, du coup, tu dois préparer tes joueurs pour faire en sorte qu'ils arrivent à l'Europe, qu'ils arrivent au World. Et donc, du coup, tu as aussi ton événement de l'Europe à préparer en amont. Donc, c'est un format qui est un peu particulier. Là, on a un joueur qui est sûr dedans, peut-être un deuxième, et ça, on va le savoir à la fin de ce week-end, là, au moment où on regarde les choses. Mais si on doit préparer Ludo tout seul, et si on doit préparer Ludo et Noël, déjà, c'est pas du tout la même mécanique d'approche, tu vois. Les playoffs, c'est un format qui est dur à comprendre parce que tu as un travail sur le joueur qui doit être fait, que ce soit mentalement ou sur la préparation du format. Et tu as un travail d'information qui est stratosphérique à faire puisque bah, tu as les 16 noms des personnes. Et donc, du coup, là, tu fais jouer tous tes réseaux pour savoir qui travaille sur quoi et qu'est-ce qui peut être amené à ces playoffs. Et c'est à ce moment-là que tu vois que l'organisation de la ARES, elle est très forte puisque, bon, on est 20 joueurs, qu'on a des noms qui sont assez connus maintenant dans le groupe et qu'on a accès à des cercles d'entraînement, que ce soit en Europe principalement, aux États-Unis on a très 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 peu de contacts, je vais pas te mentir. Mais pour les playoffs, tu vois,
c'est assez pratique de pouvoir aller chercher des gens en Angleterre, d'aller chercher des gens en Allemagne, d'aller chercher des gens en Espagne ou en Italie pour venir travailler, prendre un peu la température de ces pays-là, peut-être même former une corrélation entre joueurs français pour venir travailler. Mais c'est pareil, tu vois, nous, intégrer des gens qui ne sont pas dans la démarche de l'équipe avec le niveau de rigueur qu'on attend des joueurs, c'est ultra compliqué parce que tu catapultes quelqu'un dans une organisation et une machine qui tourne déjà très 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 bien. Et des fois, d'avoir un joueur en plus, ça te ralentit. Donc, il y a des décisions à prendre. Qui on fait rentrer, quel consultant on a besoin d'avoir dans le groupe, quel pays on va aller chercher, on va aller drague de l'information, comment on va aller la drague. Et à partir de ce moment-là, t'envoies ton joueur et t'espères que tout ton travail en amont, il a fait le café. L'année dernière, ça s'est bien passé. Maintenant, on commence à avoir un peu d'expérience sur l'exercice, puisque en 3 ans d'existence, ça fait 3 ans qu'on envoie des joueurs au playoff. Maintenant, c'est les playoffs. Hein. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, tu vois. Est-ce que parfois tu as un peu l'impression de fonctionner en vase clos, où tu peux avoir cette peur de te dire là, même si on est tous très bons, vu qu'on est ensemble, on n'a pas toutes les perspectives, ou alors on centre-influence en soi? Alors, pour le coup, l'équipe, en fait, elle est construite de sorte à ce que cet effet-là n'existe pas. Puisque, en fait, quand on s'entraîne, nous, on va créer des scrims. Donc ça, c'est un principe que j'ai pris à League of Legends, littéralement, où des équipes, avant un event, vont s'entraîner entre elles, tu vois. Là, si je reprends le CDF par exemple, pour pas être tête dans le guidon et pour pas avoir que la mentalité de l'équipe, on s'est entraîné avec la RN Trade. Donc la RN Trade, c'est l'équipe de Joshua Schmidt, Dinka Bui, Zio Mundry, Daniel Hartmann. C'est des mastodontes de Yu-Gi-Oh! Au niveau de l'Allemagne. Et en fait, ça te permet de prendre du recul sur des choses et peut-être de voir des axes que t'as pas forcément explorés. Et quand on a joué avec eux, tu vois, typiquement, ils avaient des tech cartes et ils avaient des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on a étudié derrière et qui sont finalement avérées pas être ce qu'on avait envie de jouer. Mais par contre, ça te permet déjà de jauger où toi tu en es dans la méta, dans ta lecture de la méta, d'avoir un échange et voir si au final le fait d'être tête dans le guidon, tu es dans le bon ou tu n'es pas dans le bon. Parce que si t'es tête dans le guidon mais que t'as vraiment tout couvert, pas trop grave, tu vois. Mais en fait, eux, ils te permettent d'avoir, on va dire, une safe place ou une sauvegarde de ce que tu es en train de faire. Et au-delà de ça, ça te permet aussi à tes joueurs de kiffer un peu un moment, parce que jouer contre des joueurs de standing, c'est toujours gratifiant pour eux. Et donc du coup, en fait, c'est ultra bénéfique dans tous les sens, tu vois. Et on fait le même exercice quand on va travailler sur des events européens, sauf que là, soit on va demander à des teams françaises, soit moi, j'ai un vivier de joueurs qui sont plutôt bons dans le format actuel, que je regroupe et je leur dis voilà, on a besoin de personnes en France pour s'entraîner sur tel event, est-ce que ça vous tente de jouer avec nous? La plupart du temps, c'est des gens que j'ai un peu dans le collimateur pour des potentiels recrutements, mais ça, faut pas leur dire, parce qu'après, ils prennent la confiance et c'est différent. Bien sûr, ça ne sortira pas de ce podcast. Mais voilà. Non, intéressant. Moi, j'arrive un petit peu au bout de ma liste de questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais qu'on parle, des sujets que tu trouves qu'on a effleurés ou pas abordés, qui te viennent en tête? Je pense que dans le Yugi classique, dans ce qu'aujourd'hui on voit, on a parlé absolument de tout, que ce soit des différents canaux de distribution du jeu, que ce soit de son évolution, de comment la scène est en train d'évoluer. Je pense que si on doit avoir une note finale à cette chose, c'est que aujourd'hui, en fait, on a toutes les planètes qui sont alignées pour faire en sorte que le jeu il aille dans le bon sens. On a un distributeur qui est Breakflip qui fait un travail qui est pharaonique, on a une communauté qui est très bonne, on a des créateurs de contenu qui font un taf fantastique, on a des gars en France qui ont vraiment envie de faire briller le jeu, et c'est la même chose dans les autres pays, donc ça c'est vraiment très cool. Donc non, je pense que le jeu il va dans un sens qui est très très agréable, tu vois. Ouais, je vois. T'aurais quelque chose à dire pour la communauté, genre si là tu utilises la plateforme qui est la chaîne Théromique pour dire quelque chose aux gens, un message que tu veux faire passer, quelque chose comme ça? Arrêtez pas d'aimer le jeu, parce que le jeu il en vaut vraiment la peine. Même si vous avez une période de doute, même si vous avez une méta qui vous plaît pas, les métas ça change, les jeux ça évolue, vos cercles d'amis ils peuvent évoluer aussi. Vous allez rencontrer des gens dans le jeu, putain c'est important. La plupart des gens disent ouais les cartes c'est cher, rencontrer des gens, ils peuvent vous prêter des cartes aussi. Le faites pas par pure cupidité, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. mais pour le coup, élargissez vos cercles, rencontrez des personnes, travaillez vos cercles d'entraînement et essayez, surtout essayez.
Que vous vous cassiez la gueule, c'est pas grave, c'est une passion, hein, vous allez pas perdre 10K sur la table. Vraiment, essayez des choses, essayez de monter des groupes, essayez de rejoindre des groupes et faites avancer le jeu. Genre, tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice, même si vous n'êtes pas le meilleur des duelistes, même si vous n'êtes pas le meilleur des vidéastes, même si vous. Essayez, faites vivre ce jeu et merci à vous pour faire vivre ce jeu, quoi. Mhm. Ça, moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que en gros, toi comme moi, on a un peu cette idée que moi, je me considère comme un joueur correct, mais pas comme un joueur compétitif temps plein, parce que j'ai pas le temps. J'ai choisi de mettre mon time dans d'autres concepts, mais on montre que c'est pas. Il faut pas juste être un gros tryharder qui prend la méta non-stop pour participer à la communauté Yu-Gi-Oh! Elle est beaucoup plus vaste et elle a besoin de gens qui ont d'autres skill sets pour fonctionner et vraiment s'épanouir. S'il y a que des tryharders, c'est bien les tryharders, mais s'il y a que ça, finalement, on reste, on est bloqué un peu par un plafond de verre. Alors que du coup, si on a des gens qui diversifient la communauté, alors c'est là vraiment, j'ai l'impression qu'on peut exploser, quoi. Ouais, de fou, de fou, de fou. Mais tu vois, ça, typiquement, c'est vraiment cette année que je l'ai compris parce que cette année, j'ai vraiment lâché mon rôle de joueur pour m'occuper vraiment du capitanat à temps plein, pour lancer Mhm. des projets, pour lancer la chaîne, pour faire briller les gars. Et c'est un peu frustrant. Alors, pour moi, c'est un peu frustrant parce que Yugi, c'est un jeu d'ego et ne pas avoir d'endroit où pouvoir te jauger, tu vois, et savoir c'est quoi l'impact que tu vas avoir, soit pour tes gars, soit pour la commu. Moi c'est quelque chose qui me stresse un peu, mais ça, c'est des soucis perso qui font que j'ai un vrai syndrome de l'imposteur, tu vois. Mhm, Donc mhm, j'en suis mhm, conscient. mhm. Mais en fait, Yu-Gi-Oh! A plein de façons et plein de diversités dans lesquelles tu peux vivre le jeu. Et plus on va élargir ce nombre de personnes, plus on va élargir la chose, plus on va créer quelque chose de grand. Et je rejoins ce que tu dis. Au final, Yu-Gi aujourd'hui, tu peux le vivre de plein de façons différentes et il y a encore plein de choses à explorer. Il y a vraiment encore plein de trucs à explorer et c'est ça qui rend le jeu fou. C'est que ça fait 25 ans qu'il est là et on découvre encore des trucs dessus. Et ça, c'est trop bien. Mhm, 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 mhm. Non, c'est très vrai. Non, incroyable. Euh, Axel, on arrive un petit peu au bout de ça. Je te fais un grand merci pour le temps que tu as passé avec moi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu souhaiterais donner avec nous? Bah écoute, déjà merci de l'invitation. Ça Mhm. fait très plaisir parce que On est là. t'es le premier ever à m'inviter quelque part, tu vois. Donc déjà merci beaucoup, ça fait Ça fait plaisir. plaisir. Ça fait très plaisir. Si je peux me permettre, n'hésitez pas à suivre les réseaux de l'équipe. Bien Ça sûr, oui, donnera ils sont en ça- description, bien sûr. En plus de suivre le pod, l'âme des castes, n'hésitez pas à suivre. Du coup, bah, littéralement, The Literal Team Ares, qui est plus qu'une entité de tournoi, qui est vraiment une coalescence de médias auxquels vous pouvez participer, vous aussi, c'est vachement bien. Des choses comme ça. Et évidemment, les liens sont en description. Si vous voulez être tenu au courant des dernières avancées eh bien, du Yu-Gi-Oh! Compétitif, c'est généralement chez eux que ça se passe. Donc ça, c'est pas mal. Bah, merci beaucoup pour cette promo, je l'aurais pas fait aussi bien. Non, c'est Vraiment, ça, quoi. merci beaucoup. De fou. Euh, et n'hésitez pas aussi à aller suivre les travaux que les gars de l'équipe font aussi dans leur coin. Je pense notamment à Mathieu qui a sa petite chaîne de stream. Je pense notamment à Pierre qui organise des tournois tous les week-ends. Ça, vous les retrouverez de toute façon sur les chaînes de l'équipe. Mais voilà, c'est important d'en parler. Parce que eux aussi, malgré le temps qu'ils mettent dans le jeu, ils essayent de faire avancer leur communauté avec la force qu'ils peuvent avoir. Donc c'est important de pouvoir les mettre en avant de temps en temps. Et bah, quel plaisir. Bah écoutez, dans ce cas, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Moi, c'était Théromique pour ce nouvel épisode de L'âme des castes. C'est bien vrai, c'est le nom de ce podcast, c'est très récent, mais écoutez, on est là, voilà, ça fait bientôt 5-6 mois qu'on est ensemble. Merci encore pour votre soutien indéfectible. On espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve quelques semaines plus tard pour le prochain, avec un invité encore plus spécial qui est absolument prévu. Pas du tout. Je ne suis pas organisé. Non, bien sûr. Et encore une fois, merci beaucoup Axel pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite donc courage pour cet été, ses playoffs et ses objectifs. Et je vous dis tous à la prochaine et à très vite. Et des grands bisous, croyant l'âme des cartes. À la prochaine! Et bah écoutez, merci à tous, passez une très bonne fin de soirée et à une prochaine. Allez, peace.